Une des faiblesses de notre réponse actuelle a été de n'avoir pas une approche holistique. On a pensé que la solution militaire, elle seule, pouvait suffire. Et avec cette initiative, avec cette stratégie du Togo, on voit que l'approche holistique est privilégiée. Journaliste et écrivain, M. Sédik Aba est un expert sur les questions liées aux enjeux géopolitiques du Sahel et du bassin du lac Tchad. Ancien rédacteur en chef central à Jeune Afrique et ex-responsable du bureau de l'agence Panapresse à Paris, il a bâti une solide réputation dans l'analyse des crises régionales. Depuis janvier 2023, il préside le Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, CIRES, et a été nommé en janvier 2025 rédacteur en chef du média Monde Afrique, un média spécialisé dans l'investigation et l'analyse politique en Afrique. Ce qui peut faire avancer les choses, c'est la diplomatie. C'est-à-dire, la diplomatie veut dire que même si on n'est pas d'accord, on se parle. Tant que les gens se parlent, même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont finir par être d'accord. Bonjour Monsieur Sédik Aba. Bonjour. Et bienvenue dans Notre Afrique, la voix de la diplomatie panafricaine. C'est un immense plaisir. Merci, nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de cette réunion de haut niveau sur la nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel 2026-2028. Vous êtes président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, CIRES. Et nous sommes très heureux de recevoir votre regard sur cette réunion. Et je vais commencer avec la première question. Cette nouvelle stratégie intervient dans un contexte géopolitique particulier. Comment est-ce que vous l'analysez? Je crois que cette stratégie, elle arrive à point nommé. Elle arrive dans un contexte de fragmentation de l'Afrique de l'Ouest et dans un contexte où le contexte géopolitique est en train de se redessiner avec la création en 2023 de l'Alliance des États du Sahel et à côté l'existence de la CEDEAO. Il y a eu, comme on le sait, un risque de confrontation entre les deux organisations, des tensions énormes, et le camp de ceux qui prônaient l'apaisement, qui était incarné par le Togo, n'était pas forcément majoritaire. Le Togo a tenu bon, il a été rejoint par des voix de la société civile. Et moi, personnellement, j'ai eu à écrire que le destin de la CEDEAO et de l'AES est lié. Ils vont mourir ou vivre ensemble. Et le contexte de cette nouvelle stratégie du Togo vient conforter les camps de ceux qui ont toujours estimé qu'il faut poser des ponts entre l'AES et la CEDEAO et non construire un mur. Comme a dit le ministre lors de la discussion, le Togo a eu l'intelligence dès le début de vouloir consolider ce pont pour éviter que les peuples de la CEDEAO et de l'AES soient pénalisés. Parce que si on se met dans une confrontation fratricide, c'est le peuple des deux entités qui vont en pâtir. Et le contexte dans lequel cette stratégie intervient vient justement renforcer ce camp-là. Et vous avez entendu le représentant de la CEDEAO, vous avez entendu le représentant des pays de l'AES lors de cette discussion. Tous ont choisi le camp de l'apaisement, de la confrontation. Je crois que le premier succès pour moi de cette réunion de haut niveau a été la possibilité que le Togo nous a offert de mettre en place des gens sur la même table qui, s'ils s'étaient rencontrés au marché de Lomé, ne se seraient même pas salués. Mais on a réussi le tour de force de les faire asseoir, de les faire discuter. Chacun a dit ce qu'il pense et de cette façon-là, on va progresser. Et pour moi, il y a déjà un premier pari qui a été gagné, c'est celui de faire asseoir ces gens. Il y a aussi un deuxième pari que la stratégie a gagné aujourd'hui, c'est l'appropriation. Tout le monde s'est approprié, tout le monde a dit on va accompagner le Togo, on va mettre en place cette stratégie et de mon point de vue, c'est ça les grands acquis de cette réunion d'aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Et aujourd'hui, le Togo joue déjà ce rôle de médiateur et de facilitateur. Et dans la stratégie, il y a des piliers qui ont été énumérés aujourd'hui. En quoi ces piliers vont venir renforcer ce dialogue? Absolument. Et les piliers qui ont été apportés, qui ont consolidé, c'est le dialogue politique entre les différents pays, et entre les pays de l'Interland, les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. La poursuite et le renforcement de ce dialogue-là va permettre justement
d'améliorer la situation et de faire gagner justement le camp de la paix. La deuxième chose, c'est que le Togo a prôné parmi les piliers une approche holistique. Je crois personnellement, pour avoir travaillé sur la question, une des faiblesses de notre réponse actuelle a été de n'avoir pas une approche holistique. On a pensé que la solution militaire, elle seule, pouvait suffire. Et avec cette initiative, avec cette stratégie du Togo, on voit que l'approche holistique est privilégiée. Deux autres valeurs ajoutées de cette initiative du Togo, je crois qu'on explique très bien dans la stratégie que la solution ne peut être que globale. C'est-à-dire qu'aucun pays de la sous-région, plus lui seul, ne peut résoudre la question. Et de ce point de vue, comme la menace est devenue transnationale, il faut que la réponse, elle aussi, soit transnationale. Et c'est inscrit dans ce que le Togo a proposé. L'autre élément, c'est aussi aider au désenclavement des pays de l'AES. Le port de Lomé a toujours été une plaque tournante pour les pays de l'AES, même au moment où on a fermé la frontière. Le Togo n'a pas fermé sa frontière avec les pays de l'AES. Donc ça aussi, je crois que c'est quelque chose qui peut contribuer à la solution au problème de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il faut donner aux pays de l'AES, il faut leur montrer qu'ils ont intérêt à rester. Ils ont intérêt et de ce point de vue, le fait qu'on contribue à leur désenclavement est quelque chose de très important. Donc si vous voyez vraiment la stratégie avec ces 5 piliers, elle est bien pensée, elle est prometteuse. Maintenant, il reste la mise en œuvre. Bien sûr, il reste la mise en œuvre. Quel rôle aujourd'hui pour la diplomatie dans la gestion de la crise sahélienne? Il n'y a que la diplomatie. Moi, je pense que ce qui peut faire avancer les choses, c'est la diplomatie. C'est-à-dire, la diplomatie veut dire que même si on n'est pas d'accord, on se parle. J'ai évoqué dans mon intervention pendant la conférence la possibilité, si on ne prend pas garde, qu'il se crée de nouvelles zones de 3 frontières. On connaît surtout la zone de 3 frontières Mali, Burkina, Niger, mais il y a aujourd'hui des risques de création de nouvelles frontières, zones de 3 frontières. La frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, le parc d'Oulbé et le parc de la Pendjari, est une frontière à risque. Et la frontière entre le Niger, le Nigeria et le Bénin est une frontière à risque. Les groupes djihadistes sont en train de voir. La frontière entre le Togo, le Bénin et le Burkina Faso est une frontière à risque. Donc, il n'y a que la diplomatie qui peut permettre que les pays qui ne s'entendent pas puissent s'entendre, puissent se parler. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, cet exercice-là, c'est un exercice de diplomatie. Le fait de convaincre des gens si vous avez dit à Niamsi que l'ambassadeur de France serait dans la salle, peut-être qu'il ne serait pas venu. Mais le Togo a réussi ce tour de force, justement, de mettre ensemble des gens qui ne peuvent pas se parler. Et ça, c'est à mon avis, une expérience diplomatique, c'est un succès diplomatique qu'il faut capitaliser pour convaincre les gens, pour faire le go-between. Allez voir celui-là, allez voir celui-ci, allez voir celui-là. Et à partir du moment où on fait ce go-between, ce va-et-vient, ça permet justement de faire avancer l'agenda de la diplomatie et de faire parler des gens. Et tant que les gens se parlent, même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont finir par être d'accord. Absolument. Merci beaucoup, monsieur. Et aujourd'hui, quelles doivent être les priorités de la coopération régionale? Les priorités de la coopération régionale, à mon avis, elles sont d'abord de pouvoir se parler et de pouvoir construire une réponse transnationale aux défis sécuritaires. C'est-à-dire qu'il faut que les pays travaillent ensemble pour construire une solution ensemble. Ça passe par le partage du renseignement. Par exemple, il faut que les pays, sur le plan de la coopération, puissent partager le renseignement. Il faut que les pays puissent mutualiser même les moyens. Il faut que les pays puissent manifester plus de solidarité. Le Togo a manifesté de la solidarité envers les pays de l'AES et il faut que d'autres pays aussi le fassent. Donc, si on fait le partage du renseignement, on fait de la mutualisation, on essaie de partager aussi des expériences. J'ai parlé de l'expérience de la réponse togolaise aux défis sécuritaires. Quand vous prenez la réponse togolaise, elle repose sur 3 piliers. Il y a l'opération Kondjouari, qui est l'opération militaire. Il y a les CIPLEV, qui sont le comité interministériel pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent, qui est décliné sur l'ensemble du territoire. Il y a aussi le programme d'urgence des régions de savane. Donc, ça fait une réponse holistique. Donc, ce type de partage d'expérience aussi, l'expérience du Togo peut être partagée avec les autres pays. Si on fait cette approche de solidarité, de partage d'expérience, de diplomatie collective, et puis aussi la question de la création d'emplois. À mon avis, l'emploi pour les jeunes
est une arme essentielle dans la lutte contre le terrorisme. Parce que si on ne donne pas du travail aux jeunes, c'est les groupes djihadistes qui vont les recruter pour 50 000, pour 60 000, pour 70 000. Et si on ne fait pas ce travail-là, si on ne construit pas cette réponse holistique, on n'arrivera pas à bout du terrorisme. Et ce que j'ai entendu ce matin me donne beaucoup d'espoir. Parce que tout le monde était d'accord qu'il faut une approche holistique, que la solution militaire seulement ne suffit pas. Maintenant, il faut aussi partager des expériences. Celle du Togo peut être valorisée, à mon avis. Comme vous l'avez dit, et ça vous a donné espoir aujourd'hui, les échanges d'aujourd'hui. Donc pour vous, monsieur, quel scénario pour le Sahel à l'horizon 2030 vous semble le plus probable? Je crois qu'il y a le scénario du pire et celui du meilleur. Le scénario du pire, c'est que les pays travaillent isolement, qu'on ne réussisse pas à construire une solution holistique, qu'on ne réussisse pas à construire une relation transfrontalière. Et si on choisit ce chemin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour le Sahel. Mais le scénario du meilleur, à mon avis, c'est celui qu'on a commencé à bâtir aujourd'hui. Celui de pouvoir se parler et celui d'être convaincu qu'il faut une passerelle entre l'AES et la CEDEAO. Si on réussit ce scénario-là, si on continue ce qu'on a posé aujourd'hui, on a posé les fondations d'un bâtiment. Si on continue avec cette fondation solide que représente l'initiative, la stratégie togolaise, si on continue dans cette avancée, j'ai beaucoup d'espoir qu'on va retrouver le Sahel qu'on a connu. Nous, on n'est pas tout jeune, mais on n'est pas tout vieux, mais on a connu un Sahel où vous pouvez vous déplacer de Lomé à Niamey sans être inquiété par personne, où vous pouvez vous déplacer de Dakar à Bamako sans être inquiété. Donc, si on travaille ensemble, si on construit une solution transnationale, si on construit une solution globale, j'ai beaucoup d'espoir que le Sahel de 2030 sera un Sahel où ce sera un havre de paix, ce sera un îlot de prospérité sur le continent et ce sera le bénéfice de l'ensemble des populations du Sahel. Merci beaucoup, Monsieur Seydi Kaba. Nous finissons sur ces très jolis mots. Vous êtes président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel et nous sommes très heureux de vous avoir écouté, d'avoir eu vos éclairages sur le sujet. Merci. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de venir à votre émission. Bonne continuation à vous et bonne chance. Merci beaucoup.